On va discuter e-sport parce que l'e-sport, c'est les compétitions de jeux vidéo. OK, c'est des affrontements de jeux vidéo, donc on a déjà vu de l'e-sport. Tu sais, il y a des tournois. Là, en ce moment même, c'est un événement e-sport parce que vous avez vu là-bas, il y a une compétition et dans l'autre salle aussi, il y a des compétitions. Donc ça, c'est de l'e-sport. Et en fait, depuis de nombreuses années, l'e-sport, ça se développe, il y a des métiers qui se créent, il y a de plus en plus de jeunes, peut-être comme vous, qui veulent sont intéressés par aller dans les métiers de l'e-sport. Tu vois, ils commencent à s'intéresser, à se dire: «Ah mais ça serait sympa de bosser là-dedans». Je sais pas, bah, tu sais, des fois tu te dis: «Ah j'aimerais bien bosser avec des animaux. Ah j'aimerais bien bosser avec, dans le soin. Je veux soigner des gens». Toi tu veux soigner des enfants? Bah, tu vois, rien. C'est beau, bien joué. Eh ben, il y en a, ils disent: «Moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de d'être dans un milieu où ça s'affronte dans le jeu vidéo». Et donc c'est pour ça qu'on est réunis ici aujourd'hui. Alors, j'ai 3 intervenants qui sont ici. Donc on a Joshua qui est coach, comme un coach de sport. Et bien parler un peu, hein, tu vas nous expliquer, mais comme un coach que qu'il pourrait y avoir un coach d'une équipe de basket, d'une équipe de foot, un coach qui est dans le jeu vidéo. Salut Joshua. Salut. On a Yann juste à côté de toi qui est le fondateur de Purisport, qui est une association du coup co-organisatrice de l'événement qui, eh bien, a des équipes, des joueurs dans l'e-sport et tout. Salut Yann. Merci. Et on a aussi avec nous Morena qui est responsable du CFA Futuro Sud. Comment? FEA. Pas FUT, Futuro Sud FEA. Ah, OK, OK, je l'avais pas. Futuro Sud FEA. OK, Futuro Sud FEA. Donc CFA CFA, vous connaissez, c'est un organisme, tu sais, c'est un organisme de formation, tu vois? Je résume. Là, j'ai vulgarisé. Bonjour. Donc là, on va pouvoir commencer. J'ai juste voulu un peu cadrer le sujet. Bon, alors, bonjour, Joshua. Bonjour, Joshua. On commence avec toi parce que tu Bonjour. parlais de coaching et tout carrément. Tu es coach Et manager en même temps. et manager. Ça veut dire J'emmène mes joueurs à pouvoir faire des compétitions et à les emmener au plus haut niveau. mais alors, mais ça veut dire quoi? Parce que tu as vu le mot coach? Que c'est tu les amènes à c'est quoi ton quotidien du coup? Tu fais quoi? C'est une analyse de toutes, les games qu'ils peuvent faire, les erreurs qu'ils peuvent faire et les améliorer pour qu'ils ne refassent plus ces erreurs et une analyse d'une équipe adverse aussi pour voir leurs failles, pour pouvoir gagner la partie, pour pouvoir, en termes, gagner un tournoi, quoi. Incroyable, tu fais ça depuis longtemps? Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans. Incroyable et comment tu te retrouves coach? J'étais joueur. OK. J'ai commencé joueur, avec un bon niveau, en termes de semi-professionnel et j'ai un peu lâché la prise avec le travail et la passion m'a rattrapé très vite. Donc du coup, j'ai repris, du poil de la bête et j'ai retrouvé des joueurs et j'ai voulu passer le cap de joueur à coach et je me suis mis, bah, à trouver une équipe et ils jouent pour moi, en fait. Je les aide à améliorer leur niveau. OK. OK, alors Yann, fondateur de Purisport, mais je sais que, bah, tu as une expérience de joueur aussi. Ouais, parce que j'imagine qu'on se met pas dans l'e-sport, au milieu de nulle part, quoi, comme ça. Tu t'es levé un matin, tu dis: «E-sport, non?» Ouais, Oui, oui, oui. qu'est-ce que tu fais toi, du coup, alors? Ah bah, moi, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans le e-sport, donc en tant que joueur professionnel. Donc c'est une des parties que j'aime pas trop parler justement, parce que j'aime pas me mettre en avant. Mais oui, j'ai un gros parcours dans le e-sport et j'ai eu, des titres, champion d'Europe en 2013 et 2014, sur Forza, où j'ai été, une des équipes avec Purisport, donc que j'ai créé en 2012 à être, voilà, champion d'Europe. Et après j'ai décidé de partir, seul et donc sur le jeu F1 et sur le jeu F1, voilà, je suis devenu, champion du monde en 2015, Oh! 2016, voilà. Champion du monde. Voilà. Et là, je suis en lice pour peut-être ma 3e, parce qu'actuellement, je suis 1er au championnat du monde, donc beh, bravo. Ah bah, tu sais, on a beau champion du monde, ça claque, peu importe. Tu sais, tu peux être champion du monde et peu importe, ça claque. Le truc claque et là, on est sur quand même il y a pas mal de joueurs en plus, donc forcément. C'est ça, mais voilà, le sim racing, c'est un domaine qui est pas encore, développé comme, League of Legends, comme, Valorant ou Fortnite, Call of Duty aussi avec les Call of Duty League. Donc le sim racing reste encore un peu dans l'ombre vraiment du e-sport au niveau international. Donc les titres que j'ai eus déjà, c'était pas encore vraiment le domaine de l'e-sport, parce que le domaine de l'e-sport a commencé à être bien émergé en 2017. Donc avant, moi, c'était vraiment, de la compétition internationale, mais on pouvait pas encore employer le mot e-sport, même si le mot e-sport existe déjà depuis les années 90, même 80.
parce qu'on se retrouvait dans nos garages, on jouait, on branchait nos écrans en LAN et ça s'appelait déjà du e-sport. Ah ouais, on disait enfin, c'était de l'e-sport, mais c'est sûr, on le nommait e-sport, c'était des larmes à l'époque, C'était non? pas e-sport, Ouais, ouais. c'était du e-sport. Ouais, ça en était, hein. On fait là aujourd'hui une scène. On joue en LAN sur les jeux les plus reconnus, mais c'est ce qu'on faisait à l'époque dans les garages avec nos copains. C'était en fait déjà du e-sport, sauf qu'on n'utilisait pas ce mot-là. Ouais. From the garage to the scene. C'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe. Morena, alors, là, on a 2 personnes sur scène qui t'accompagnent, qui viennent de l'e-sport, qui étaient joueurs et cetera. Toi, aujourd'hui, bah, tu t'intéresses à l'e-sport, mais est-ce que tu étais intéressé à la base ou tu l'as découvert sur le fil? Alors, il faudrait partir peut-être de 2 étapes différentes. Étant plus jeune, c'est-à-dire il y a déjà un petit moment, Ouais. je jouais. OK, à quoi? Alors moi, c'était surtout Street of Rage. Ah ouais, Époque. jeu de combat! C'est vieux. Oui, Il y en a qui se il y en a qui apprécient et qui jouent certainement encore un peu. Donc, c'est vrai que je suis plutôt sur les versions rétro, hein, on va être très clair. J'ai arrêté, donc j'ai fait une vie professionnelle et il y a quelques années de ça, je suis revenue dans le monde de l'e-sport. Alors, c'est assez rigolo, mais plutôt avec mon fils qui, lui, était aussi joueur, alors amateur et qui m'a dit: «Maman, il faut absolument que tu viennes à un endroit». J'ai découvert le hub de Valence, donc qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui est une plateforme physique, permanente dans laquelle on accueille, voilà, des jeunes pour la pratique des jeux vidéo, donc avec Toufik et je passe le pas de la porte et je lui dis: «Bah, écoute, moi, je dirige un centre de formation en apprentissage. Ça se passe comment, en fait, pour les jeunes qui viennent dans tes structures? Il y a un encadrement, il y a des animations, il y a un diplôme?» Et là, il me dit: «Pas du tout». Alors attends, on va s'asseoir et j'ai passé toute l'après-midi avec lui à échanger, avec ensuite des mises en relation avec, Francis Sport, donc Stéphane Heutine à l'époque, une rencontre avec, Nicolas Bezombe et de fil en aiguille, on a travaillé, conjointement, sur la création d'un titre à finalité professionnelle qui existe aujourd'hui, qui est ouvert par la voie de l'apprentissage et qui va se déployer sur le territoire de la région sud, donc avec pour objectif, d'animer la pratique e-sportive, donc pas avec le terme de coach. On nous a demandé de pas utiliser ça quand on l'a enregistré chez France Compétences et ce travail a été mené, pour, des structures nationales, donc France e-sport, qui est co-certificateur et la Fédération nationale des CFA sport animation, qui porte, aujourd'hui le titre. Alors attends, je vais le dire autrement parce que c'est quand même incroyable ce qui vient d'être dit, c'est que nous, on grandit, tu sais, on est là, on va au collège, on va au lycée, tu sais, on prend des formations, on se dit: «Ouais, je vais dans la communication, je vais dans le sport», enfin bref, ou dans la médecine. Oui, bah, ouais, avec les enfants et cetera. Bref, tu sais, tu choisis ton domaine. Tu nais dans une société et dans un monde où le domaine, il existe. Mais toi, c'est normal, tu grandis, tu dis: «Je choisis ça». Là, on vient quand même de dire qu'on s'est dit: «Mais ça n'existe pas». Le truc n'existe pas tellement il est novateur. L'e-sport, le titre d'e-sport, quels sont les métiers autour de ça? Et donc, il a fallu que des gens comme toi se réunissent pour travailler le truc. C'est ça, c'est moi je trouve ça fou. C'est pour ça juste je le ressouligne parce que faut bien des gens comme ça, des explorateurs de la formation et du titre, Alors, je pense que ce qui est assez intéressant et il faut peut-être le souligner, c'est que toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet l'ont fait de manière bénévole. OK. C'est important de le noter parce que, bah, la filière e-sport, elle est quand même relativement récente et là, c'est plutôt vous les spécialistes, hein. Moi, j'arrive en seconde main, mais plutôt dans une logique avec une lignée très particulière qui est la formation professionnelle, mais elle est en phase de structuration aujourd'hui et donc c'est sur les forces vives des gens qui avaient des envies que ce travail a été mené et avec, l'appui aussi de l'écosystème qui est associé, donc ça, c'est hyper important de le noter. C'est-à-dire qu'on n'a pas été payé pour le faire. On l'a vraiment fait dans une logique et une approche philosophique qui était bien particulière. Ça, tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on arrive à ce point où on est sur scène, on est au Draguignan Gaming Festival et où on parle qu'une formation, un titre reconnu est en train d'arriver pour pouvoir en parler. Yann, toi qui es dans l'e-sport depuis un moment, heu, est-ce que tu sens l'évolution là? Parce que ça a pas toujours été comme ça, j'imagine. Toi là, on arrive en 2024 à ça. Bien sûr, l'évolution, moi j'étais en 2012, j'étais responsable de magasin Micromania. Je me suis toujours dit en fait l'e-sport ça va être le monde de demain et l'évolution elle a été constante depuis 2012 et le fait, même moi à mon époque, d'avoir des formations autour du jeu vidéo et cetera, ça aurait été un kiff. Même, des centres e-sport parce qu'aujourd'hui de plus en plus de centres e-sport ou gaming centers Mmh. sont en train d'émerger en France et
d'avoir des centres comme ça qui accueillent du public pour pouvoir les encadrer, leur montrer des bonnes pratiques et tout, c'est vraiment top. C'est ouf. Et sur Draguignan, donc on a la chance d'avoir Pure eSport, mais sur d'autres secteurs de la France, sur d'autres régions, il faut que ça émerge plus. Il faut qu'on montre que le jeu vidéo, c'est l'activité culturelle préférée des Français, tout simplement. Aujourd'hui, ça l'est. C'est l'industrie numéro 1 au monde. Donc voilà, il faut développer le jeu vidéo en France, montrer l'intérêt du jeu vidéo et surtout montrer que c'est encadré. Parce que déjà, ça rassure les parents, ça rassure tout le monde, en fait. Et surtout de montrer que nos enfants, aujourd'hui, et vos enfants, ne jouent pas à n'importe quoi avec n'importe qui. Et Joshua, du coup, toi, tu es devenu coach, mais Oui. il n'y a pas de formation de coach de gaming qui existe. Donc, pas encore, pas encore. C'est des choses qui vont sûrement arriver. Ouais, donc toi, quand tu te lances, tu fais comment? Enfin, quels sont qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois? Quels sont tes réflexes? C'est-à-dire que, étant joueur, j'ai connu toutes les bases du jeu vidéo, proprement dit avec lequel je joue, mon domaine. Donc on a des domaines de façon de jeux différentes, donc Fortnite ou autre chose et du coup, on choisit notre jeu de «préférence» entre guillemets où on est le plus à l'aise et à ce moment-là, on décide d'aller chercher une équipe déjà construite et en cours de construction et les pousser à l'amélioration au maximum qu'on peut faire. C'est-à-dire, 2 joueurs amateurs, aller monter à semi-professionnel et voire professionnel sur certains jeux, qui n'est pas encore, tous les jeux, mais ça l'est. Mmh. Heu, Petite expérience, l'année dernière, j'ai emmené mes joueurs jusqu'à Toronto. Donc très grosse expérience quand même. Une aubaine qui n'arrive pas à tout le monde, sachant qu'il y a que 300 joueurs au monde qui y vont. Ouais. C'est du semi-professionnel, parce que le professionnel, c'est un peu trop cher à l'heure d'aujourd'hui sur mon domaine. Mais c'est une expérience. Ça allait à tu amené une équipe à Toronto, Toronto. je vois, je vois. Oui, l'année d'avant Boston aussi, ouais. Ouais, voilà, tu vois? Non, mais c'est vrai que c'est intéressant cette histoire de formation parce que, heu, c'est vrai que si je l'avais eu en plus, je sais que le titre alors quel est le nom du titre qui a été créé? Alors, le titre s'appelle Animateur e-sport. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez avoir des éléments d'information, vous avez le titre, hein, www, animateur-du-6 esport.fr. Alors que dire sur ce titre? Ce titre aujourd'hui, il est composé de 3 blocs de compétences. Le premier, c'est comment intégrer le projet e-sportif dans sa structure. Sa structure, ça peut être une collectivité, une association, une structure privée déjà dans le domaine de l'e-sport, une association culturelle qui souhaite développer de l'activité e-sport. Ça, c'est important parce que ça permet aussi de démystifier peut-être l'e-sport aux yeux de certains et de bien le remettre dans un contexte avec tout ce que ça peut aussi apporter. On a souvent tendance à décrier, faut le remettre aussi avec toutes les valeurs Oui, et puis c'est positives. pas que l'e-sport tel quel, faut savoir le lier au monde, voilà, parce qu'il a tellement été tout seul l'e-sport à un moment qu'il est en effet, ouais. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, ça va être comment organiser un tournoi e-sportif. Alors, on va pas être sur les grands tournois internationaux, hein, on est bien d'accord. On ramène ça vraiment à l'échelle de la structure. Donc, ça permet en effet de pouvoir se dire, demain, dans mon organisation, je vais mettre en place une activité, quel que soit le public, que ce soit une personne en situation de handicap, que ce soit du lien intergénérationnel, que ce soit que pour des jeunes, que ce soit pour des premiers niveaux de compétiteurs. On a les armes pour pouvoir faire le travail correctement et en sécurité. Le troisième bloc, qui est pour nous le plus important, c'est quand même l'animation de l'activité en elle-même. C'est-à-dire y intégrer toutes les valeurs sociétales, éducatives, d'inclusion qui y sont associées. Et ça, pour nous, c'est un enjeu clé parce que c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir refaire société, avancer ensemble, faire en sorte que on soit vraiment dans une logique éducative. Et ça, c'est aussi faire le lien avec les parents qui parfois peuvent avoir peur aussi de voir leurs enfants derrière leur écran tout seuls. Ça peut être le risque aussi parfois de décrochage. On a souvent tendance à voir le négatif. Après, il faut voir aussi tout le positif. C'est aussi l'occasion parfois de jouer avec ses grands-parents à des jeux vidéo. C'est aussi l'occasion de pouvoir mixer les publics d'origines différentes, de cultures différentes, pour pouvoir travailler ensemble et faire des jeux et évoluer ensemble. Et puis derrière, c'est de se dire, derrière ce titre animateur e-sport, c'est un premier pas parce que tous les métiers qui sont en train de graviter autour de l'e-sport aujourd'hui, c'est une manière aussi de pouvoir les approcher et de pouvoir donner des lignes directrices sur des projets, sur des parcours de formation plus importants. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir la pratique e-sportive
et à la réduire. Or, derrière la pratique e-sportive, on a l'animateur e-sport, le coach ou l'entraîneur plutôt, voilà, sur du sport de haut niveau ou, c'est un peu aussi ce qui souhaite être déployé à l'échelle nationale. Mais il y a aussi tous les métiers périphériques. La construction du jeu vidéo, l'organisation d'événements des jeux vidéo, tout ce qui va être communication visuelle autour du jeu vidéo, tout ce qui va être streaming, tout ce qui peut être community manager. En fait, il y a plein de métiers qui sont autour de la filière. Et on a souvent tendance à faire une entrée uniquement par secteur. Or, dans la filière, vous avez parfois des gens qui viennent avec une expertise métier, qui découvrent le secteur de l'e-sport. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens de l'e-sport qui vont découvrir d'autres expertises et qui pourront aussi changer de secteur. Donc, en fait, c'est aussi s'adapter au marché de l'emploi en partant d'un prérequis de départ qui peut être l'e-sport par passion, mais qui peut aussi évoluer et permettre de pouvoir construire des parcours professionnels. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est de s'ouvrir les portes des possibles en gardant un fil conducteur, un espèce de fil rouge. En fait, ce que à peu près tu dis, c'est, aujourd'hui, des joueurs professionnels dans le monde du jeu vidéo, il y en a très peu, en fait, en France. Et à côté de ça, devenir joueur professionnel aujourd'hui, et Narco pourra te le dire parce qu'il connaît très bien le domaine, c'est aussi dur que d'être joueur professionnel de football, de, rugby ou de tennis ou autre. Et donc, dans le coup, il doit y avoir plusieurs alternatives, justement, à ce public parce que, en fait, ils peuvent pas tous percer dans le monde du jeu vidéo, surtout dans le monde professionnel. Donc, à côté, il y a des alternatives, justement, avec des formations professionnelles qui se mettent en place, aussi bien dans la communication, le design, le développement, animateur, voilà, donc tous ces axes de développement. Et en fait, il faut trouver, plusieurs fils ou cordes à son arc pour pouvoir justement, faire un choix au niveau du jeune. C'est-à-dire que le jeune, s'il veut continuer de travailler dans le monde du jeu vidéo, il a maintenant aujourd'hui un choix pour pouvoir continuer son développement autour de ça. Parce que on parle, je pense que l'envie des jeunes qui veulent se former, elle est là. Elle est palpable, elle est présente, on la ressent. Je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux. Quelles sont les entités où on ressent, un besoin, une opportunité pour ces profils-là? Où est-ce qu'on les envisage? Est-ce que c'est dans les collectivités? Est-ce que c'est, auprès de quel type d'association? Je sais pas, sportive, truc? Moi, c'est où, en fait? Beaucoup de clubs de sport, déjà pour tout ce qui va être animation, parce qu'il y avait un titre qui existait, dernièrement, je crois qu'il existe, tu pourras confirmer, mais le titre du BPGEPS, APT e-sport, qu'on a apporté, même nous sur Draguignan, avec certains jeunes. Et ce titre-là permettait justement donc, d'être dans des clubs de sport, de se former dans les clubs de sport et d'avoir un diplôme, donc le BPGEPS, dans les clubs de sport. Et ce qui permettait tout simplement au cas où, parce que d'un coup à côté c'est donc une option, le e-sport, qui leur permettait aussi bien de faire du sport donc dans la réalité et en même temps faire du sport, le e-sport. Ouais, les clubs ouais, OK, les clubs, les associations sportives, ouais. Oui, alors, Les médiathèques aussi, tout ce qui va être médiathèque, activités culturelles et tout, ça en fait partie aussi. en fait, on parlait des structures sportives, des associations, beaucoup ont ouvert des sections e-sportives. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté du sport et de l'e-sport aussi de venir en logique de convergence. Les médiathèques, par exemple, les centres socioculturels, aujourd'hui, pour pouvoir capter les publics, ont besoin aussi d'être attractifs. L'e-sport est un domaine attractif puisqu'il capte aujourd'hui une grande partie de la population qui ne va pas forcément retrouver aussi dans ce type d'établissement. Donc, ça veut dire que ça peut être aussi un levier. On va avoir ensuite tout ce qui va correspondre à des structures e-sportives, qui existent, des associations constituées ou non, parce que la filière aussi, un petit peu particulière dans ce domaine, on sent qu'on est encore aux prémices, sur l'encadrement de l'activité. Les collectivités territoriales, pour en avoir rencontré un certain nombre, souhaitent en effet, avoir des choses autour de l'e-sport. Par contre, comment on fait? On s'adresse à qui? Ça correspond à quoi? Ouais, il faut tout créer. Il faut tout créer. Ouais. Et ensuite, il y a éventuellement, ça peut être des structures privées, des établissements de tourisme, des campings, qui parfois aussi, Ah ouais, les campings! logique Ah ouais! en logique d'attractivité. Oubliez pas Travaille toujours beaucoup avec. que quand on part en Ah vacances, ouais! l'enfant va regarder. C'est lui qui va dire: «Maman, je veux aller là». Donc, il y a le parc aquatique, il y a le toboggan, Et il y a une nouvelle activité, l'activité qui sport aussi. ah ben ouais, de fou, en fait. Donc là, c'est quelques exemples. On peut en trouver en fait énormément parce que la filière, vraiment la particularité, moi quand je suis revenue dans le domaine un petit peu de l'e-sport, c'est la cartographie finalement des joueurs.
Je parle pas que des joueurs professionnels, je parle aussi des joueurs amateurs. On les retrouve partout, toute tranche d'âge. Et donc, ce qui veut bien dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et si on fait un parallèle avec la filière du sport, tu disais tout à l'heure, bah oui, il n'y a pas de formation. Donc moi, j'étais joueur. Je savais sur quel jeu je voulais aller. J'avais mon expérience et du coup, je l'ai utilisé. Qu'est-ce qui s'est passé sur les premiers coachs sportifs, les premiers éducateurs sportifs? Il n'y avait pas de diplôme au début. Il n'y avait pas de diplôme. Et donc, c'était des pratiquants qui allaient dans les salles, qui pratiquaient, qui ensuite allaient enseigner. Et il y a eu des dérives, alors des risques d'accidentologie importants sur des disciplines particulières qui ont amené une structuration de la filière en France, le code du sport et donc la mise en place de diplômes. Alors, sur le domaine de l'e-sport, il y a des choses à retravailler, il y a la prévention. Les risques d'accidentologie sont peut-être pas à la même échelle. On va pas tomber d'un mur ou alors d'une montagne, hein, on est bien d'accord. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se mettre en place. Il y a un vrai parallèle à mettre en œuvre entre les deux. Et tu le ressens, toi, en tant que coach, un peu, tu sais, on est en train de parler de métiers qui se structurent autour de toi, enfin, de besoins, de trucs. Toi, ton savoir-faire et ton truc, comment tu le vis? C'est-à-dire? Ouais, même moi, dans ma question, je me disais, je pars où sur cette question? En fait, là, tu vois, on est en train de parler de clubs de sport, on est en train de parler de collectivités de camping, on est en train de parler qu'au début, il n'y avait pas de formation pour les coachs et tout. Enfin, tu vois, on est dans ce truc-là. Toi, est-ce que tu penses que ton savoir-faire et ce que tu fais avec les jeunes, c'est quelque chose qui peut, enfin, avec les jeunes, avec les joueurs, c'est quelque chose qui peut être utile ailleurs aussi, tu vois? Ailleurs? Ouais, c'est ça ma question. Sûre Sûrement parce que du coup, la connaissance, que j'ai pu apprendre au fur et à mesure des années, heu, peut faire en sorte que sur certains d'autres domaines, ça peut être utile. Moi, le fait d'être coach, ce n'est pas que, analyse ou autre chose. C'est un coach éducatif, exactement comme, au football ou autre chose comme ça, mais virtuel, tout simplement. Donc il y a aussi l'effet mental, moral, parce qu'il faut toujours avoir le respect, faut toujours rester concentré, ne pas perdre, comment dire? Sa concentration durant un tournoi ou même rien qu'une partie. Parce qu'une fois qu'on la perd, quand on n'est plus dedans, bah, on n'est plus dedans. Le football, si on n'est plus dedans et bah, on a besoin de ce coach-là pour pouvoir aller devant l'an et comment dire? C'est-à-dire que même sur un sport sportif, en termes de physique et bah, les joueurs professionnels, ils ont besoin d'un coach mental et c'est pour ça que le coach est important dans ça. Quelle est la part, il y a une part de dynamique de groupe aussi dans ton taf? Totalement, oui. Parce que un élément qui est un peu, qui va pas bien, c'est un jeu de groupe. C'est un jeu de groupe, mais s'il y en a qui va pas bien, bah, c'est tout le groupe qui en prend les conséquences. Donc faut pouvoir, prendre chacun et les mettre ensemble, avoir une cohésion d'équipe, donc comme dans un autre, jeu, donc même sportif, physiquement et bah, qu'ils aillent le mieux possible quoi, totalement. Et Moi, je rebondis là-dessus parce que je suis aussi coach aussi donc de sim racing et sur, d'autres types de jeux et en fait, le fait d'être coach, c'est aussi donc de donner son expérience en tant que joueur, en tant que pro, semi-pro ou autre et c'est aussi donc de montrer et de développer en fait de montrer en fait ce système de soft skills qu'on parle aujourd'hui en disant est plutôt sous-jacente. voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le mot soft skill. Le mot soft skill, en fait, c'est, plein de manières, en fait, de développement de soi-même qu'on va retrouver chez un joueur ou chez une personne, normale, une personne physique normale, où en fait, bah, on va, via le jeu vidéo, développer, bah, du leadership, de la confiance en soi, de la prise de décision, tout ce qui va être aussi, la gestion d'équipe aussi, gérer une équipe. Tout ça, en fait, on le retrouve aujourd'hui dans le jeu vidéo et c'est ça qu'en fait, bah, on peut leur donner notre expérience et c'est ce qui va se retrouver, en fait, dans le monde du jeu vidéo après. C'est-à-dire quand sur la façon dont ils vont devoir réagir, prendre des décisions très rapidement, ça va se répertorier dans la vraie vie. Tu vois, par exemple, des joueurs, ils sont en train de faire un tournoi Fortnite. Sur Fortnite, tu es obligé de prendre des décisions rapidement, tu vois? Soit tu vas mourir, soit tu réfléchis à comment tu vas monter un mur pour te protéger, comment tu vas contourner et plus tu vas prendre une prise de décision, bah, après dans la vraie vie, ça va t'aider à prendre des décisions plus rapidement aussi, Oui. tu vois? Je sais pas quand toi ton expérience aussi, parce que
On pourrait aussi en parler ensuite de toi. Ah, mais bien sûr, mais Parce que il y a 10 ans, il y avait pas d'animateurs e-sport, il y avait des animateurs de télé, il y avait tout ça, mais il y avait pas d'animateurs e-sport, tu vois, comme toi. Et aujourd'hui, il y en a très peu et qui le font bien aussi. Donc, toi, je pense que tu aurais kiffé, toi, quelque part, avoir des formations comme ce qu'on est en train de parler de. ah bah, certainement. Après, je suis tombé, c'est le genre de métier où tu tombes un peu par hasard dedans, tu saisis les opportunités, tu dis oui, tu continues. Et donc, en fait, tu t'en rends même pas compte de ce qui est en train de se passer au fil du temps. Mais j'aurais certainement été très intéressé. Ça, c'est clair et net. Clair et net. Et d'ailleurs, c'est marrant aujourd'hui parce que du coup, j'enseigne aussi dans des formations, des trucs comme ça pour expliquer mon métier, parler mon pain. L'art oratoire, l'expression orale, la production audiovisuelle, enfin tous ces métiers-là. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, on va me demander parce que là, il y a un non-sens. J'en profite parce qu'en tant que passionné d'enseignement, je m'adresse aux caméras parce que là, je vais peut-être perdre le public là. Mais je profite pour poser la question à quelqu'un qui est spécialiste aussi, c'est que il y a un truc qui est surprenant, c'est que tu as des organismes de formation qui ont besoin d'être rassurés par des cases administratives, des assermenta de comment dire, tu sais, des ouais, des tu sais, je sais plus, il y en a une qui est très connue, Calliope par exemple et cetera, tu vois? Et ce qui est marrant, c'est que moi du coup, en tant que formateur sur des sujets, très avant-gardistes, beh, on va me demander tel ou tel diplôme et cetera. Je dis: «Mais ça n'existait pas quand je le faisais. Vous me demandez un diplôme En fait, c'est ce que que je ne pourrais pas avoir parce qu'il n'existe pas». tous autodidactes au début, On est d'accord, ça n'a pas de sens. tu vois? Et on a tous appris sur le tas. Moi, je j'ai pas de diplôme de coach e-sport, j'ai juste mon expérience, tu vois? Comme toi. Bah, c'est Mon expérience et au fur et à mesure qu'on améliore, au fur et à mesure des événements, du jeu vidéo, de chaque public est différent aussi donc et c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est le fait, voilà, d'avoir exactement des accompagnements comme, des centres de formation spécialisés qui utilisent donc ce type de diplôme et le CFA Futuro Sud qui, vient d'ouvrir cette section donc d'animateurs e-sport. Mais alors comment on réfléchit ça d'ailleurs? Tu sais, là, on est là, tu sais, on fait partie des pionniers du coup, à 2 réflexions de se dire: «Il faut qu'on crée, une formation, un titre, des trucs qui n'existent pas administrativement et cetera». Donc comment on réfléchit la formation après? Pour la rendre réelle après? Alors, on est en France, donc on peut dire que toute la part administrative est relativement conséquente. Je pense que si on doit vraiment le centrer sur quelques éléments, c'est de partir de la pratique du terrain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mis en place? Vers quoi est-ce qu'on tend? Ou en tout cas, on semble tendre? Et du coup, quelles sont les compétences qui vont être nécessaires pour que demain, l'emploi puisse être pourvu? C'est la phase de réflexion. Une fois que ce premier état des lieux est fait, c'est d'identifier chaque compétence associée aux différentes missions que vont devoir réaliser finalement. Ouais, donc transformer par exemple l'avenir, ça risque d'être ça, dans ce métier-là. Oui, Qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour faire ça? Ouais. exactement. OK, OK. Donc en fait, on est vraiment sur l'anticipation. Alors, on a des lignes directrices, on a des bases, hein, sur lesquelles on s'appuie, on fait pas ça en claquant des doigts. Et une fois qu'on a fait ça, on identifie, chaque compétence et on les décline en logique d'ingénierie pédagogique, hein, pour pouvoir ensuite être en capacité de les évaluer en fin de parcours et qu'elles puissent être véritablement exploitées ensuite sur le marché professionnel. Ce qui est important sur ce titre en particulier, c'est qu'on est sur un secteur qui est en mouvement permanent. Il est récent et en plus d'être récent, il bouge tout le temps. Donc dans le contenu pédagogique, hein, ce qui est important, c'est aussi d'y intégrer un élément clé, c'est la capacité d'avoir une veille et de faire une veille sur ce qui se joue. Et tu parlais de soft skills tout à l'heure, il y a aussi les math skills qui arrivent sur le marché, qui sont les capacités d'adaptation. Et aujourd'hui, les math skills ont aussi une importance cruciale parce que être dans l'emploi aujourd'hui, c'est bien. Se garantir de pouvoir être dans l'emploi demain, c'est mieux. Mmh. Ça, c'est un vrai truc ça, parce que l'industrie change tout le temps, l'e-sport, ça change tout le temps. Alors déjà que je pense que ça m'étonnerait pas que ce soit même, toute la société dans beaucoup, beaucoup d'autres aspects, même en dehors du jeu vidéo et tout s'accélère, tout va vite et tout. Mais dans l'e-sport, ça l'est parce que même intrinsèquement, j'ai dit intrinsèquement, je l'ai calé, intrinsèquement à l'e-sport même, c'est-à-dire compétition de jeux vidéo, il faut s'adapter en permanence. Totalement. Faut s'adapter à au moment venu, quoi, du coup. Ça évolue tout le temps. Les nouvelles générations aussi évoluent. Donc, qui dit, nouvelle génération dit, bah, c'est meilleur que nous, justement. À l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a tellement une évolution, même dans le jeu vidéo,
que faut savoir que l'année prochaine, il y a les Jeux olympiques. Des jeux vidéo. Alors l'ampleur des jeux vidéo et le besoin de développer ce côté-là, il est, toujours en développement. Même les jeux compétitifs, ils sont en constante évolution en plus. Tout le temps. Parce que du coup, bah, ça doit sur certains jeux, c'est des nouveaux jeux chaque année. Donc des tu as des façons de jouer différentes. Sur d'autres jeux, ça va être le mental qui va plus priser sur le côté, réflexion ou d'autres, la prise de décision sur la réflexion. Enfin, Tu as des mises à jour dans même les jeux, tu as des mises à jour dans les jeux. totalement. Donc en fait, quand tu dois, toi, coacher tes équipes ou quand tu dois réfléchir à un organisme de formation, tu ne peux pas apprendre une connaissance brute. Tu es obligé d'apprendre l'adaptabilité, le savoir-faire. Tu es obligé d'apprendre enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah, il faut totalement avoir son domaine. Faut apprendre, ce qu'il faut réussir à enseigner, à mettre dans cette formation, c'est de l'adaptabilité, quoi. Il y a des mises à jour, oui, il y a comme tu prends des jeux comme FIFA ou Formule 1, toutes les League of Legends. League of Legends, ouais, toutes les années, c'est tout le temps la même chose, c'est toujours la même manière de jouer, sauf que voilà, il y a des mises à jour, il y a des nouvelles adaptabilités qu'il faut, bah, réadapter, donc reprendre en main et le fait des fois de changer de type de jeu, par exemple de passer d'un Valorant à un Call of Duty, le shoot n'est pas du tout le même, Apex, c'est pareil, ça va pas du tout être pareil. Donc en fait, à chaque fois, il faut se réadapter. C'est pour ça que, comme disait tout à l'heure Narco, il faut que chaque joueur se détermine sur un type de jeu ou voire 2 maximum pour qu'on puisse, le professionnaliser derrière ou essayer de le professionnaliser sur un secteur et pas que le joueur parte sur, 3-4 jeux différents parce que sinon généralement là, ces joueurs-là, ils n'arrivent pas vraiment à percer ou ont pas une grande carrière vraiment dans le monde du jeu vidéo. Ouais, tu veux réagir? Oui, je voudrais réagir parce que, on était sur le titre, à finalité professionnelle animateur e-sport tout à l'heure. Je pense qu'il faut bien distinguer 2 éléments. Le travail aujourd'hui qui est mené, est plutôt celui autour de l'animation et de l'initiation. Devenir professionnel, c'est encore autre chose et sur le TFP, c'est d'apprendre à jouer en prenant en compte des éléments de prévention, c'est-à-dire le temps de jeu devant les écrans par rapport justement aux problématiques oculaires. De faire attention à la position et donc à la posture. C'est à intégrer qu'il faut pas rester toujours assis, mais qu'au contraire, il faut penser systématiquement, mais un peu comme des personnes sédentaires dans un bureau, hein. On est exactement dans la même configuration. On va voir ensuite, quel jeu, sur quelle tranche d'âge. Faire du sport. Et derrière, apprendre à jouer collectif. Apprendre à coopérer. Donc en fait, ce sont tous les outils que l'on va retrouver dans la vie du citoyen de demain. Lambda. C'est-à-dire, si il arrive en effet à cohabiter avec différentes personnes, différents horizons, différentes manières d'appréhender les choses et de travailler avec lui dans le cadre du jeu, on retrouve la même chose dans le sport. Demain, c'est quelqu'un qui pourra être en capacité de travailler en équipe. C'est quelqu'un qui sera en capacité de prendre des décisions, d'analyser un certain nombre de choses. Donc, l'encadrement de la pratique, il est aussi là-dessus. Et il est aussi pour se dire, recréons du lien avec les parents. Ça, c'est hyper important. Expliquons aussi parfois aux parents que le jeu vidéo, en fonction de la manière dont tu l'utilises, mais comme pour le sport, ça peut être bien ou pas. Alors, mais ça, c'est exactement. Le jeu vidéo, c'est très bien, même, on peut le dire. Comme le sport, il y a des perversions. Je pourrais même dire, Eh bien, je pense qu'il faut juste que ça soit encadré. Chaque pratique encadrée est une bonne pratique. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Et en fait, le jeu vidéo aujourd'hui doit être encadré. Sinon, bah, on s'est aperçu et je me suis aperçu que, bah, les jeunes jouaient à n'importe quoi avec n'importe qui. Tu vois, par exemple, il y a des parents qui vont acheter, des GTA à des enfants de 8 ans, 10 ans, alors qu'il y a du contenu à l'intérieur que des enfants ne doivent pas voir, par exemple. Et en fait, il faut que les PEGI qu'il y a, les petits pictogrammes qu'on voit sur les jaquettes de jeux, c'est pas pour faire joli. C'est justement qu'il faut que utiliser ces pictogrammes, c'est comme un film d'horreur. On va pas faire voir un film d'horreur à un enfant de 8 ans alors qu'il y a marqué moins de 16, tu vois, par exemple. Bah, c'est la même chose avec les jeux vidéo, tout simplement. C'est vrai. J'en profite parce que j'aime bien, tu as parlé de prévention, j'aime bien faire un truc qui va en ligne ici. Quasiment qui est. Voilà, on est d'accord. Qui joue en ligne et perd. Quasiment tout le monde. OK.
J'ai une astuce pour vous. Je vous jure, ça marche. Tricher, mettre un namebot, non, voilà. Non, l'astuce, elle est toute simple. C'est que quand vous perdez, genre, tu sais, ça te fait monter un truc un peu, genre, ça t'énerve. Tu vois, là, le truc, là, que ça. En fait, là, c'est en train de sécréter des trucs dans ton corps qui c'est pas bien, en fait. Tu sais, t'es en train de te mettre pas bien. Mais là, la meilleure chose à faire, pour 2 raisons, pause. Mais pause de juste 5 minutes, tu marches s'il faut. 5 minutes, tu pars. Tu vas dans ton jardin, c'est un jardin, tu regardes par la fenêtre. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen déjà de calmer ton corps, faire du bien, parce que l'anxiété, là, comme ça, là, le stress, c'est pas une bonne chose, tu vois. Mais en plus, ça te fera gagner derrière. Parce que la spirale de la muse, c'est parce qu'on n'arrête pas. Mais c'est exactement ça. Je dis, genre, c'est vrai. Sinon, nos joueurs comme nous, qui sont perfectionnistes et qui, pour la prochaine partie où là, on est tellement perfectionniste qu'en fait, on va toujours essayer de mieux faire que, en fait, ben, on va tryhard et on fait pas de pause. Ouais, mais sauf que c'est le pire truc quand t'as perdu, t'es dans, t'as lose. Non, mais c'est la pire chose, en vrai. Quand j'étais jeune, la frustration, j'en ai eu en perdant et je pense que mes parents seraient là, diront, «On t'a changé combien de bureaux, quoi?» et c'était pas la bonne Et voilà. chose. Ça, c'est, non, mais c'est la bonne chose. Et les manettes. Et ça va être ça. Franchement, essayez la prochaine fois, vous allez voir. Vous me perdez, C'est vrai dès que tu que prends que 5 minutes, hein, pas 15 minutes, 5 minutes, tu respires, c'est tu reviens. bien. C'est s'évader, mettre une pause, prendre l'air, respirer, retrouver un bon souffle. C'est un système de frustration, en fait, qu'on peut avoir. On veut gagner et on perd. Le corps est frustré, on n'est pas bien. Du coup, Donc, comment tu veux qu'il gagne derrière? C'est impossible. en fait, c'est notre le rôle de ça, de l'e-sport, des professionnels de l'e-sport, ce qui est important, c'est de gérer et d'apprendre à ces joueurs-là de pouvoir s'adapter en fonction de son état d'esprit. Il est pas bien, et ben, je trouve la solution, j'ai besoin de ça. Je fais une pause, je prends l'air. J'ai besoin d'eau, je prends l'air. Je fais une pause d'1 heure. Si je continue, bah, si je perds, bah, c'est pas grave. Peut-être que demain, peut-être ça sera un meilleur jour. Il faut pas rester sur une frustration et en arriver à des drames que peut-être parce que des gens s'acharnent trop. Oui, puis on n'est pas tous égaux face à les sentiments de frustration et d'énervement. Exactement. Voilà. Il y en a qui le Si vous la vivez mal, ben, plus expressif que d'autres. ouais. Et gérer d'avoir des professionnels pour gérer ce genre de frustration, bah, permet que dans l'avenir, même dans l'avenir professionnel, même pas dans l'e-sport, d'un refus dans un métier ou dans autre chose, et ben, ils vont pouvoir l'assimiler plus facilement que, qu'ils l'auraient eu apparemment s'il y avait pas ces personnes pour les «mener à bien» entre guillemets. Et ça, c'est notre métier. Et il y a quelque chose de très important, surtout pour son métier, c'est, apprendre et à gérer la critique. Tu vois? Ah, mais ça, pour tout le monde, pour tout, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs où, ben, tu vas leur dire quelque chose, ils acceptent pas la critique et donc dans le coup, ils partent ou, ils essayent pas à aller de l'avant par rapport à ce qu'on vient de leur critiquer. C'est-à-dire que, par exemple, sur n'importe dans la vraie vie, ça pourrait être sur n'importe quoi. Ça pourrait être, par exemple, sur cet événement-là, ça pourrait plaire à tout le public ou ça plaît pas à tout le monde, tu vois? Et en fait, il faut savoir prendre la critique et pouvoir améliorer derrière ça, tu vois? Pour essayer d'aller toujours de l'avant. Et il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui se frustrent à cause de la critique et qui ne continuent pas à cause de ça. Ah bah là, c'est et là, on pourrait partir longtemps sur ça, là. Sur le refuge du jeu vidéo, bien sûr. Ah, c'est clair. Sans qu'on arrive au terme parce que je sais que nos cosplays arrivent et je sais que ça, là, on l'attend, le cosplay. On est d'accord, là, on est chaud, bien sûr. Donc, je vous pose une dernière question pour conclure. C'est, donc on a parlé de cette formation qui arrive. On a parlé de comment elle a été réfléchie. Je dirais, c'est quoi les enjeux, du coup, qui arrivent pour cette formation, enfin, pour les métiers et qui va, du coup, heu, modeler, la formation de demain, tu vois? C'est quoi les enjeux de l'e-sport qui arrivent? Je laisserai, Morena, terminer. Heu, moi, je pense qu'aujourd'hui, la formation du jeu vidéo en France, on est encore aux prémices. Elle va continuer à se développer. L'animateur e-sport, on va dire que c'est le premier pied à l'étrier, et que dans le coup, ça va aller en chercher d'autres. Et je pense que tout ce qui va être les valeurs du sport, en général, d'aujourd'hui, vont être incuplées directement ou décuplées sur le monde du e-sport de demain. Et c'est pas pour rien qu'au niveau national aujourd'hui, la volonté de tous les ministères, parce que dans le fond, on sait pas dans quel ministère vraiment on est aujourd'hui, le e-sport. La volonté de Entre jeunesse et sport et industrie créative et on sait pas. culture, sport, Ouais. numérique aussi. Et en fait, on sait pas sur quoi on va, mais
on y va. Et la volonté au niveau national, c'est que l'e-sport en France, on soit leader européen d'ici 2030. Donc, je pense que c'est bien parti puisque de plus en plus de conventions se fait en France. De plus en plus d'acteurs commencent à être en France au niveau du e-sport, que ce soit en associatif ou en entreprise. Et je pense on a de belles années à venir devant nous. Et en termes de formation, je pense que le jeune public de demain vont avoir beaucoup plus un choix de formation du numérique et du jeu vidéo. Et c'est très prometteur. Joshua, tu veux dire quelque chose sur les enjeux de demain? Mais je crois qu'il a dit beaucoup de choses qui est correct. Ouais. Non, il a tout dit vraiment, l'enjeu du demain, c'est, le numérique. De toute façon, on passe tout passe par le numérique, même à l'école, même en primaire maintenant, c'est du numérique, énormément. Alors, l'apprentissage de ce côté numérique, passant par l'e-sport, la passion qui amène à l'évolution. OK, OK. J'aime bien, j'aime bien. Pour terminer alors, les enjeux. Alors les enjeux pour moi, ils sont de taille, hein. On a aujourd'hui une partie de la jeunesse qui est On là. est pas en train d'expliquer, c'est juste on a tous les prochains, tous les qui arrivent là, du concours de cosplay. Ils sont, Voilà, je vous en prie, passez. On a aussi les membres du jury. Voilà, super, super. Donc voilà, on va les retrouver sur scène dans quelques minutes. Donc je t'en prie, les enjeux de demain, reprenons. Les enjeux, on va les retrouver sur tout ce qui est en lien direct avec la formation et surtout l'insertion professionnelle. C'est déjà pour moi le point clé, le point numéro 1. Le deuxième, c'est que à la vue du nombre de personnes qui sont positionnées sur les jeux vidéo en lien avec le secteur du numérique, il faut absolument qu'on puisse aussi utiliser ce support d'activité pour pouvoir remobiliser la jeunesse aussi parfois sur de l'insertion professionnelle. C'est aussi un enjeu clé, le jeu comme prétexte, en fait, pour pouvoir ensuite aller sur d'autres choses. Et une fois qu'on aura réussi à déployer ce premier titre, on va pouvoir avancer conjointement avec l'écosystème pour l'accompagner encore dans toutes ces évolutions. Et Dieu sait qu'on va en avoir quelques-unes qui vont arriver quand on voit les évolutions technologiques, les évolutions sociologiques qui sont en jeu. Il y a encore un peu de travail et je pense qu'il va falloir qu'on se remonte un peu les manches. Un grand merci à nos intervenants, Morena, Joshua et Yann qui étaient avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.